Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans cette émission Les Grands Destins. Cette émission, vous le savez, qui refait la vie de ceux qui ont fait l'histoire. Et aujourd'hui, avec Marc Menot, nous allons nous arrêter sur le grand destin de Pablo Picasso, l'un des plus célèbres peintres contemporains, vous le savez, auteur de Guernica ou encore des Demoiselles d'Avignon, peintre, dessinateur, sculpteur, graveur espagnol. Il fait partie des artistes les plus productifs de son temps. C'est parti pour le grand destin de Pablo Picasso. Bonjour Marc Menot. La question pour commencer, pourquoi avoir choisi Pablo Picasso? Est-ce que c'est parce qu'on est en pleine polémique sur les 50 ans de son décès? 50 ans de son décès, Oui. en avril 1973. 8 avril. Voilà, et c'est un personnage qui ne peut que nous accrocher. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai vu une œuvre de Picasso, ça m'a bouleversé. Je ne comprenais pas trop parce que ce qui me fascinait chez les peintres, c'était le souci du détail, faire renaître la réalité, embellir la majesté de la nature, et soudain, tout était déstructuré. Et ça m'a propulsé vers la rencontre de cet homme, et c'est en plus un destin invraisemblable. Destin invraisemblable, c'est ce qu'on va voir. Et puis une œuvre évolutive, une œuvre La remise en cause permanente. Oui, la remise en cause, et qui reflète sa vie. C'est intéressant tout ça. Alors, on va commencer par une anecdote pour planter le décor. Une créativité qui fait perdre la tête. Nous sommes en 1906. 1906, il est à Paris, il vit dans les soupentes, la gloire est encore loin de se manifester. Néanmoins, il a été repéré par un vendeur de tableaux, mais également par de riches collectionneurs. Il butine, c'est une époque de grande créativité, c'est Léo et Gertrude Stein. Et ils achètent quelques œuvres de Picasso. Et un jour, il y a une sorte d'amitié qui est née entre eux et leur jeune artiste. Et Picasso dit à Gertrude: « J'aimerais peindre votre portrait. » C'est étonnant, parce qu'en général, surtout à cette époque-là, il refuse que l'on pose et de s'inspirer de la réalité. C'est ce qui est dans sa mémoire qui doit faire jaillir la créativité. Et là, il lui demande de poser. Alors, il l'installe sur un bout de lit, parce que c'est vraiment la pièce exiguë, un capharnaüm invraisemblable. Il se pose, lui, sur un coin de tabouret, le nez contre la toile, et il est là, il s'applique. Elle n'en vient pas, ça ne correspond pas du tout à Picasso. 80 séances. Ah oui. Vous vous rendez compte? Ah oui. Et alors, il fait des esquisses, il recommence, ça ne va pas, c'est invraisemblable, elle s'énerve. Heureusement, il y a la compagne de Picasso qui s'appelle Fernande. Ah, Fernande, ses yeux verts. Et pour tenter de calmer l'impatience de Gertrude, elle lui lit, non pas les fables, mais les contes de La Fontaine. Vous savez, ces contes coquins. Et puis, un jour, on a Picasso qui est là, qui pique une colère et qui dit « Je n'arrive pas à voir votre portrait ». Et hop, il s'en va, après avoir néanmoins, dans une fulgurance, esquissé les traits de Gertrude. Et hop, il la laisse là. Il revient quelque temps plus tard, après une escapade en Espagne. Il termine l'œuvre sans lui demander de poser. Et puis, quand elle se présente, il dit « voilà ». Et elle le montre à ses amis, qui la raillent, qui disent « mais c'est pas possible ». Et Picasso entend ces propos. Il dit, alors j'ai noté, tout le monde pense qu'elle ne ressemble pas à son portrait, mais ne vous en faites pas, elle finira par lui ressembler. C'est-à-dire que voilà, le monde doit être à ses pieds, en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a l'œil de l'imagination. Ah oui. Il part du principe que la réalité n'est pas l'incandescence de l'âme. Il transfigure le réel. Voilà. Et Gertrude gardera cette œuvre jusqu'à la fin de son existence et elle la lèguera au dernier moment au Muséum de New York. Vous voyez comme quoi l'œil de l'imagination est plus fort que l'œil qui me permet de vous mirer. Il avait 25 ans à l'époque et on va essayer de comprendre comment on devient ce Pablo Picasso, comment on devient ce grand artiste plongé dans sa vie.
Alors, comment naît le petit Picasso? Comment on devient ce grand peintre? Et voilà, comment il naît alors ce petit Picasso, qui ne s'appelle pas Picasso? Qui ne s'appelle pas Picasso? Papa s'appelle José Ruiz Blasco. Oui. C'est un peintre à croûte, vous savez, ceux qui réalisent les œuvres pour les plus démunis, ou disons les gens qui ont juste un peu d'argent pour décorer la salle à manger. Et maman, c'est Maria Picasso Lopez. Il naît à Malaga, dans un immeuble presque, je dirais, rutilant, qui a été érigé grâce aux finances d'un mécène dans un quartier particulièrement pauvre. Mais la naissance, c'est pratiquement un drame. 25 octobre 1881. Ouais. Mais quand le petit sort du ventre, pas le moindre cri. Et comme les douleurs ont duré très longtemps, on craint pour la maman et la sage-femme se dit que l'enfant est mort-né, elle le dépose sur une table et s'occupe de la parturiente. Alors, ce qui le sauve, c'est qu'au même moment, l'oncle entre et son oncle, il est médecin. Et quand il voit ce petit nourrisson qui est ainsi à l'abandon, eh bien, il lui donne le souffle de l'existence. On a échappé au pire. Je vous l'ai dit, le peintre, papa, qui essaie, en espérant un jour être reconnu, d'éberluer ceux qui viennent à son atelier pour choisir l'œuvre de la salle à manger. Oui. Et il place à ses côtés notre petit bonhomme. Et comme tous les enfants, l'œil s'aiguise, mais il est carrément capté par ce que réalise le père. Il n'a plus qu'une seule obsession, dessiner lui-même. Et quand il a un an et demi, qu'il tient à peu près debout, il saisit n'importe quoi pour faire comme papa, le côté imitateur. Alors son père, ce qui est formidable, il n'a pas toujours les moyens. S'il y a un bout de papier, il peint. S'il y a un bout de carton, il peint. Éventuellement, il sort dehors parce que les gens mangent des soupes de coquillages, il jette ça par les fenêtres, il ramasse un coquillage et il peint dessus. Donc, pour le petit bonhomme, tout est bon afin de se laisser aller à la créativité. Et il demande « pise, pise, pise ». On a compris, ça veut dire la pise, c'est le crayon en espagnol. Et quand les années passent, à l'école, il ne s'intéresse à rien. C'est une sorte de solitaire, même s'il a des côtés joyeux vis-à-vis des petits camarades. Et à 10 ans, le père s'inquiète, il dit « mais quand même, les résultats, c'est pas brillant ». Alors, il est vrai que l'école, en ce temps, elle n'est pas spécialement bien structurée. Le cancre, c'est le cancre, et il est là à l'abandon. Mais le père s'aperçoit qu'il ne sait ni compter et qu'il ne connaît même pas l'alphabet. Et Picasso dira plus tard, alors qu'il est largement connu, qu'il ne sait toujours pas compter et qu'il ignore toujours l'alphabet. Ce qui compte donc, ce sont les peintures, les peintures. Et son père, ayant compris qu'il avait un petit don, lui demande de terminer ses propres toiles. Alors, l'obsession du père, ce sont les pigeons. Alors, il dessine les pigeons, enfin, il peint les pigeons, et il dit au petit bonhomme, pof, tu me mettras 2 pattes là-dessus, et je passe à autre chose. Et un jour, il ne va pas bien, il gamberge, il sent bien que son inspiration ne lui permettra sans doute jamais d'atteindre la reconnaissance. Alors il s'en va, il dit fais-moi donc le pigeon tout seul. Et quand il revient, il n'en revient pas. Il est émerveillé. C'est son fils qui a réalisé ça. Et le fils a sublimé ça. Et alors là, il l'embrasse, il lui donne ses pinceaux, les peintures, et lui dorénavant, c'est toi qui seras le peintre de la famille. Dans les rares moments où l'on n'est pas à la peinture, eh bien, comme tout Espagnol, on se rend aux arènes. Ah, les taureaux. Et là aussi, ce drame entre la vie, dans la virtuosité du taureau, l'énergie, et qui brave la mort, et malheureusement, à chaque fois, cette échéance dans le sang, c'est quelque chose qui va à tout jamais marquer notre gamin. Nous sommes maintenant avec un père qui obtient, malgré son manque de talent, une place de professeur à la Corogne. Et on se rend à la Corogne. Et il y a l'école des Beaux-Arts. Comment son gamin pourrait entrer à cette école des Beaux-Arts alors qu'il est aussi cancre et qu'il y a une phase préparatoire à franchir?
dit, bah, écoutez, moi je suis le professeur, puis je peux vous garantir que mon petit bonhomme, il a du talent. Laissez-lui passer le concours. Alors pour lui faire plaisir, on se plie à son désirata. Et voilà notre garçon, à qui on donne le même thème qu'aux autres. Et il a 1 mois pour réaliser. Il revient le lendemain avec son tableau. Et là, à nouveau... Le génie. Ben oui, la virtuosité. Ils sont pantois et ils l'acceptent. Mais forcément, il est tellement doué que quand il est ensuite assis à côté de ses camarades, ça ne lui donne pas satisfaction. Alors c'est plutôt dans les rues qu'on le voit couroter, dans les mauvais quartiers, où les jeunes filles frivoles sont là, s'égayent, les tavernes, et il y va de son croquis. Il est tellement formidable qu'il finit par demander à son père de poser. Vous vous rendez compte, l'inversion. Et c'est le père qui accepte de tenir le rôle d'un médecin au chevet d'une femme avec son enfant malade. Et cette femme et l'enfant malade, c'est une petite mendiante avec son pauvre môme qui faisait la quête dans la rue. On lui donne 10 pesetas et voilà notre Picasso qui s'installe et qui réalise ce chef-d'œuvre qui s'appelle « Science et charité ». 1896. Vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Mais maintenant, il lui faut s'émanciper de ce père, même si il accepte de se prêter à ses caprices, à ses désirs, d'être maintenant le figurant pour son fils, il est trop présent. Alors il gagne Madrid. Et rappelons que là, dès 1896, il n'avait que 15 ans. Voilà. Pour rappeler à quel point il était jeune. Non mais c'est ça, et vous vous rendez compte. La précision, le détail. Et ce qui est incroyable, c'est en général dans une sorte de jaillissement. On a l'impression que cet homme-là, ce jeune garçon, il est comme possédé par un génie. Il entre dans une sorte de transe et tac, 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 ça jaillit comme ça. Là où d'autres, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, il leur faut 1 mois pour y parvenir. Alors la rapidité, ce n'est pas toujours le signe d'un talent extraordinaire, mais là, c'est le cas. Et le voilà qui, grâce à ce tableau, il obtient quoi ? Il obtient la médaille à Madrid, une médaille d'honneur, et une médaille d'or carrément à Malaga. C'est tellement extraordinaire que le père va voir le gars qui tient le petit bazar à côté, on fait une publicité dans les journaux locaux, et on dit, voilà, notre génie vous offre ses œuvres. Alors vous imaginez un bazar, c'est une sorte de quincaille où vous avez des objets les plus hétéroclites, et au milieu de tout ça, il y a les œuvres. Forcément, on n'en vend pas une seule, parce qu'en plus, quand on révèle que l'âge du créateur, on se dit que ça n'a aucune valeur. À Madrid, il rencontre les camarades. Il y a le café des 4 chats et un garçon qui est formidable qui s'appelle Casagemas et qui lui dit « On mérite mieux que d'être ici. Tu te rends compte, ça n'évolue pas. Il nous faut aller en Europe. C'est la grande ville, Paris. » Il dit « Non, 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 moi je préférerais qu'on aille à Londres. » Il a une sorte de fantasme. Il est vrai que son père, on l'a surnommé l'anglais parce qu'il a échoué un peu rouquin. Alors je ne sais pas si c'est ça qui l'a inspiré. Toujours est-il qu'il rêve des petites anglaises. Et son camarade, qui a un peu d'argent, finance le voyage et on s'arrête à Paris et les voilà à Montmartre. Picasso et Paris. Alors, vous le disiez, l'Espagne n'est pas assez terre d'artistes, il lui faut aller ailleurs, il rêve d'Angleterre et son ami donc l'entraîne à Paris. Donc Paris, c'est quand même, à ce moment-là, le rêve absolu. Oui, alors avant de faire le voyage, oui, il réalise un autoportrait, il l'appelle Yo el Rey. Et vous savez ce que ça veut dire ? Non. Yo el Rey, ça veut dire « moi le roi ». Signe de modestie. Et ça, il l'a peint sur le front, oui, sur le front du portrait réalisé. Il arrivait avec ça, en sorte de conquérant, il se dit, je vais pouvoir le proposer aux marchands d'art. Dans un premier temps, c'est quand même la mansarde qui les attend, des conditions extrêmement pénibles, parce que même si le camarade a quelques sous, Paris, ça coûte cher. Mais en revanche, Montmartre, c'est d'une effervescence incroyable. Il y a les cabarets, il y a une sorte de joie intrinsèque. C'est le monde du grand bouleversement. On est au début du XXe siècle. C'est ça. Et alors, dans les cabarets,
il est toujours avec son crayon, son papier. Il croque les jeunes artistes. Elles vont dénuder le sein taquin. Et tout ça l'emporte. Et un jour, il rencontre Berthe Well. Berthe Well, c'est une femme qui est passionnée de peinture. Il y a beaucoup de... C'est l'époque où on croit, je dirais, au bouleversement de l'art. Et elle a monté une petite galerie. Et il lui dit, Madame, j'ai des taureaux. Vous savez, cette passion pour la corrida. Et elle prend 3 tableaux. Et ces 3 tableaux sont remarqués par un industriel catalan qui s'appelle Manac, qui entre dans la galerie, qui dit « Mais c'est de qui ça ?» Et elle dit « C'est un jeune garçon, vous allez pouvoir le rencontrer. » Et Manac lui dit « Écoute, moi je crois en toi, je vais devenir ton mécène, je te donne 150 francs par mois, mais en revanche, tu me réserves l'exclusivité de ta production. » C'est formidable. Alors on pourrait se dire, c'est l'opportunité d'échapper à ces années bohèmes qui font la légende de tous les artistes. Oui. Mais son copain Casamezas, lui, il a un drame. C'est-à-dire qu'il a été touché par Cupidon, la flèche en plein cœur, mais la jeune fille qu'il mire, elle, malheureusement, n'est pas du tout concernée. Cupidon a raté la 2e cible. Il est désespéré, il va tellement mal qu'il se tourne boule à l'alcool et Picasso pense qu'il est bon de retourner au pays, d'autant que lui aussi quelques nostalgies, et les voilà qui repartent. Il sera comme ça, par 4 fois, en alternance entre Paris, où à chaque fois, eh bien, il y a quelque chose qui l'agrippe, il sent que c'est là que tout son destin va se jouer, et puis la nostalgie. Et enfin, en 1904, il s'installe définitivement, mais il connaît déjà bien les cabarets, il connaît les patrons de cabarets qui ont toujours l'œil, je dirais, pétillant quand ils sentent qu'il y a du talent. Et ce garçon-là, on le remarque pourquoi ? De par son attitude, il est à la fois ombrageux et puis soudain des éclats de rire, de véritables tonnerres. Il est donc dans ce changement d'humeur, mais surtout, c'est qu'il n'arrête pas de dessiner, qu'il n'arrête pas de dessiner. Et on sent qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et en particulier, il y a Frédé. Frédé, il a un cabaret, il est complètement décrépit, c'est là où la bande de Catalans se réunit, et ceux-là se disent, on ne peut pas le laisser. Lui, il est sur son tonneau de bière, il leur serre les coups, il les fait rarement payer, et pour le remercier, eh bien, chacun se fait un pan de mur, et celui de Picasso, eh bien, ce sont les jeunes filles en goguette qui apparaissent toutes nues en flamboyance. Ah oui, ça c'est bien Picasso. L'installation au bateau Lavoir, on va en parler maintenant. Dessinez-moi un musée et je le remplirai. Une des nombreuses citations de Pablo Picasso. Et Marc, on va s'arrêter à l'installation au bateau Lavoir, puisque 1904, pour la 4e fois, comme vous le disiez, il revient à Paris. Et cette fois-ci, à part quelques voyages, il restera quasiment à tout jamais en France. Alors, c'est 13 rue Ravignan. On est sur la butte Montmartre, mais la butte Montmartre, il n'y a pas encore le Sacré-Cœur. Il y a les premières pierres qui sont posées. Beaucoup de vignes, des moulins à vent, on n'imagine pas, mais c'est la campagne, ce monde d'artistes. Et puis, les plus pauvres et les plus riches qui commencent à venir nicher dans les immeubles en construction. Et lui, le voilà au bateau Lavoir. Alors, c'est la masure. Vous entrez par le sommet. C'est-à-dire que c'est une maison à flanc de colline et on ne monte pas dans les étages, on descend les étages. Et lui, il est au sommet. C'est un capharnaüm incroyable. C'est un lieu de bric-à-brac inouï. De temps en temps, il a un œil à la fenêtre, mais sinon, il s'occupe de ses petites souris qui sont dans un tiroir. Il a aussi des chats, la fascination pour les animaux. Il aperçoit une jeune fille qui est là près de la fontaine et un orage vient inonder l'ensemble de la place. Elle courotte, elle entre dans le bateau Lavoir. Lui, forcément, il ne perd pas de temps. Il se présente avec son petit chaton. Il lui offre et lui dit « Venez donc visiter ». Elle s'appelle Fernande. Elle a des yeux verts, en incandescence incroyable. Et il finit par la convaincre de s'installer avec lui. C'est une pauvre gamine, elle a 17 ans, elle était orpheline, sa tante la tyrannisait en l'ayant adoptée, elle s'est mariée pour échapper à cette furie et
malheureusement, le sculpteur qu'elle a épousé eh bien, est tombé fou. Elle est tellement heureuse d'avoir ce personnage, mais qui, à la fois, va la bichonner, lui offrir une tendresse comme elle ne l'espérait pas, mais des conditions de misère absolue. L'hiver, il fait tellement froid, le thé gèle dans les verres. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Comment peint-il ? Eh bien, il est là, accroupi, souvent c'est la nuit, avec sa lampe à pétrole, par terre, et c'est comme ça qu'il peint. Vous imaginez ? Et comme on n'a pas d'argent, qu'il fait froid, elle est tellement belle. Il y a le Bougna. Le Bougna, c'est celui qui livre de charbon de temps en temps. Il laisse un sac pour ses beaux yeux, il espère la détourner de Pablo. Mais elle ne pense qu'à lui. Et puis de temps en temps, on appelle un traiteur. Et quand il toque à la porte, elle dit « Posez devant la porte, je suis toute nue, je ne peux pas vous ouvrir. » Voilà la misère, mais l'amour, d'ailleurs, elle le dira, « Je suis heureuse. » Et alors, les amitiés également vont naître. Il y a les Catalans, mais il rencontre Apollinaire, il rencontre Derain, il rencontre Braque. Et tout ça, forcément, on se retrouve dans les cabarets pour se laisser aller à la fête de l'amitié. Et puis, il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle le Père Soulier. C'est près du cirque Medrano. Le cirque Medrano, ça l'inspirera, vous savez, tous les tableaux de Picasso sur le cirque, les Harlequins. C'est là qu'il puise l'inspiration. Et le Père Soulier, il les reçoit dans son officine, qui est une sorte de bazar invraisemblable, et il aperçoit dans ce bric-à-brac un portrait. Il dit, c'est quoi ? Oh, il dit, ça appartient à un type, il est fonctionnaire. Il fait ça. Tu peux récupérer, la carcasse te servira, la toile est encore très bonne. Et c'est une œuvre du douanier Rousseau qu'il gardera toute sa vie. Il est tellement émerveillé qu'il demandera à rencontrer le douanier Rousseau. Ils font une fête incroyable. Cet homme n'a jamais été autant respecté que ce jour-là. C'est donc la fraternité qui les gouverne. Il a besoin des amis et pour autant, en général, il est replié dans sa solitude, étant en effervescence permanente, la création qui le taraude. On va continuer à découvrir un peu ce portrait de Pablo Picasso. Dans un instant, on verra comment il a vécu les 2 grandes guerres. On verra les 20 dernières années de sa vie. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. À tout de suite. Je ne cherche pas, je trouve, une des nombreuses citations de Pablo Picasso. On revient avec Marc Menant pour continuer le grand destin de cet homme hors du commun. Et on va parler dans cette deuxième partie de la façon dont il a vécu les grandes guerres des 20 dernières années de sa vie. On ne peut pas tout dire, mais on a essayé de concentrer sur les guerres. On commence par les guerres. Au-delà de la chronologie, donc Picasso est confronté à l'histoire à 33 ans. C'est la Première Guerre mondiale, puis en 1940, ce sera la Deuxième Guerre. Comment il vit justement ces moments extrêmement difficiles et particuliers ? Juste un petit rappel, disons un éclairage. Avant la guerre, il a eu la chance de rencontrer Ambroise Vollard, qui est un marchand d'art, qui l'a repéré et qui commence à vendre ses œuvres. Et suffisamment pour sortir de ce galetas que j'ai évoqué, le bateau Lavoir, et il s'installe dans un très bel appartement, obtient même la possibilité, grâce à ses gains, d'engager une bonne avec le petit tablier blanc, le bonnet. Mais Louis... Il sort de la misère. Ben oui, mais malheureusement, Fernande comprend que ça signifie la fin de leur complicité. Il y a des dissensions et ils se séparent. Dans la douleur, il gagne le sud de la France, le voilà du côté d'Avignon avec ses copains, les nombreuses rencontres, il y a Apollinaire, il y a Derain, il y a Braque. Et la guerre les cueille alors qu'ils sont là dans l'insouciance et qu'ils se laissent aller à taquiner ces toiles en passant d'un genre à l'autre. Et il n'y a pas que la peinture, il y a la sculpture, enfin bref, c'est un homme qui est constamment dans la recherche de quelque chose d'étonnant, ne pas s'assoupir, ne pas être un vendeur en quelque sorte. Et alors, malheureusement pour lui, ses 2 camarades, Derain, Braque, qui apprennent la nouvelle quand il est avec eux à Avignon, lui disent « mais nous, on va aller gagner le front, c'est notre devoir, ils ont le même âge que lui. Lui, il est espagnol, il dit « je suis espagnol, je ne suis pas concerné ». Mais il ment, parce que dans le même temps, vous avez Kessel, vous avez Sandrars, tous ces gens-là
crée la Légion étrangère et il s'engage. Il faut aller se battre contre les Allemands. Il faut être digne de la patrie qui vous accueille. Mais lui préfère rester en France. Il regagne Paris et il a l'émoi pour une jeune fille qu'il avait repérée. Ah oui, mais il y aura plusieurs grandes histoires. Oui, on sait que c'est un grand consommateur de femmes, si vous permettez l'expression. Non. Oh, il est connu comme tel. Oui, de votre point de vue, peut-être non, mais il est connu à chaque fois, les histoires durent 10 ans. Et celle-là, malheureusement, sera beaucoup plus courte. Oui. Parce qu'elle est mignonne comme tout, elle s'appelle Eva. Cette femme, au moins. Mais Eva, elle a la santé qui la mine. Et malheureusement, eh bien, elle décline. Et il passe son temps dans le métro à aller lui rendre visite à l'hôpital. Et puis, il y a les instants où il oublie, ces instants qui sont insoutenables. Elle est tellement jeune, elle est tellement jolie. Il palpitait pour elle, il espérait. Mais il y a les amis qui reviennent du front. Et à Montparnasse, parce que maintenant il s'est installé à Montparnasse, ce qui est incroyable, vous avez la douleur de temps en temps, on a la sensation d'entendre les grondements de l'horreur venus de si loin. Mais là, eh bien, les permissionnaires se mêlent au planqué et il y a une gaieté qui est une gaieté d'indécence. Et c'est à Montparnasse que les choses se passent. Et parmi les permissionnaires, il y en a un qui a réussi à se faire engager comme infirmier, pourtant il n'a pas la santé, il s'appelle Cocteau. Il se découvre et Cocteau lui dit « Mais écoute, il y a Daguiliev qui m'a demandé de préparer, Daguiliev qui s'est fait connaître par les ballets russes en 1909, il est à Rome avec sa troupe et il veut que je lui propose une nouvelle création. » Alors il l'emmène avec lui à Rome. Et là, avec Éric Satie comme compositeur, et lui qui se montre au-delà du peintre, c'est-à-dire qu'il va réaliser les décors, il va réaliser les costumes. Et quand Cocteau est en panne d'inspiration, c'est lui qui concourt à construire le spectacle. Mais il y a aussi une jeune ballerine, une danseuse, Olga. Eh bien, ça lui fait oublier la douleur de la disparition de la pauvre Eva. Eva qui s'en est allée, il n'était que 8 à l'enterrement. Instant sinistre. Comment sortir de cela? Eh bien, uniquement en s'ouvrant à l'existence. On ne vit pas avec les morts. On garde les souvenirs et on s'offre à l'espérance. Et Olga est cette espérance. Et en 1917, il y a la grande première à Paris, au théâtre du Châtelet, de Parade. Le public est là, forcément. Les ballets russes ont eu un tel succès en 1909. Mais c'est de scandale. Les gens crient au « Salboche, Salboche » parce qu'ils croient que ce sont les Allemands qui ont payé un tel désastre pour ruiner, je dirais, le moral des Parisiens. Et à ce moment-là, vous avez Apollinaire, qui a été blessé au front, qui a un bandeau sur la tête qui se dresse et qui dit non, non, regardez, je suis parmi ceux qui ont souffert pour la France. Et là, eh bien, le public se convertit. Apollinaire, malheureusement, eh bien, ne passera pas la fin de la guerre. Il y a l'armistice, mais quelques jours plus tard, il mourra, emporté, dit-on, par la grippe espagnole, mais malheureusement, je dirais, sabré par toute l'abjection qu'il avait vécue au front, les conditions inhumaines, et puis cette blessure à la tête. Pour Picasso, là encore, seul l'art lui permettra d'échapper au désespoir. Heureusement, il y a Olga, vous le disiez, il se marie avec Olga et Olga lui a dit une Russe, on l'épouse. la petite histoire. On va passer à l'autre guerre, la guerre de 1940, qui a beaucoup marqué aussi Pablo Picasso. Signalons quand même qu'ils ont un enfant ensemble. Ils ont Paul, un enfant, non, c'est à fait. Mais l'histoire ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce qu'elle rêve du luxe, c'est le côté russe. Et lui, eh bien, dans sa tête, il reste l'homme de la bohème. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, d'autres guerres, je disais, qui vont le marquer. Il y a la guerre civile d'Espagne, on en parlera dans un instant, mais d'abord l'autre grande guerre, celle de 39-40. La guerre. Il est à Paris et une nouvelle histoire. Olga refuse le divorce et lui est tombé amoureux de Dora Maar. C'est une photographe. Elle est à ses côtés
Et puis, il y a eu l'épisode que l'on évoquera dans quelques minutes de Guernica. Il est connu pour cela, c'est-à-dire qu'il est classé par Vichy, par l'occupant, comme étant un anarchiste, un ennemi de Franco. Donc on pourrait penser qu'il serait menacé lorsque les Allemands s'installent à Paris. Il a choisi un grand atelier pour continuer à se consacrer à l'art. C'est rue des Saint-Augustins. C'est énorme. C'est là qu'il a réalisé Guernica, que l'on évoquera. Et les Allemands ont l'intention de se dorer une image, donc d'essayer de charmer les écrivains, les artistes qui sont à Paris. On organise un grand voyage en Allemagne, il dit « il n'est pas question que j'y aille ». Ils viennent, ces nazis conquérants, lui offrir du charbon, lui offrir des victuailles pour échapper à la famine que connaît le peuple. Il refuse tout ça et quand on insiste pour un sac de charbon, il dit « un Espagnol n'a jamais froid ». Et avec Dora Maar, eh bien, on se contente de vivre comme on peut. Et puis, pour autant, étant donné cette réputation, les Allemands aiment venir dans cet atelier, visiter cet homme qui est maintenant mondialement connu. Et il y a un officier allemand, alors il a fait faire des cartes postales. Et sur cette carte postale, il y a Guernica. Il y a un officier allemand qui voit, qui dit « Ah, c'est de vous !» Et Picasso, avec ce côté railleur qui est le sien, qui lui dit « Non, c'est de vous !» Et à tous ces Allemands qui lui rendent visite, puisque sa réputation lui vaut la curiosité, il offre des cartes postales qui représentent son œuvre. Et à chaque fois, il dit « Prenez, prenez, souvenir, souvenir », la provocation. C'est sa seule façon de montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce régime qui est en place. Mais néanmoins, il a des amis comme Éluard, tous ceux qui sont restés sur place car trop âgés pour aller au front. Et puis après, il y a eu l'armistice, donc comment entrer dans la résistance. Lui, il se contente d'avoir les provocations vis-à-vis des ennemis. Mais il n'est pas question qu'il soit dans le frontal, si je puis dire, par rapport à ces années où les uns et les autres essaient de trouver le moyen de faire chuter les Allemands. Mais c'est intéressant parce qu'il adhère au Parti communiste, il fait le portrait de Staline. Alors ça, il adhère au Parti communiste comme si il avait besoin de se donner une bonne raison de ne pas avoir participé de façon active. Et quand Éluard, après la guerre, lui dit « Allez, viens avec nous au parti », il dit « Je trouve ma patrie, le communisme ». Mais ce n'est pas le communisme bolchevique. Pour lui, dans sa tête, c'est le milieu dont il vient. C'est-à-dire, c'est le milieu des ouvriers. C'est comment demain, tout à chacun peut rêver d'un meilleur sort. Voilà pourquoi il est communiste. Et quand on lui demande de réaliser un portrait, alors n'oubliez pas, déjà Hitler, les Allemands qui acceptent celui qui est l'idole, entre guillemets, de l'art dégénéré, forcément. On n'est pas dans le figuratif, donc c'est quelque chose d'intolérable. Mais pour les soviétiques, c'est la même chose. C'est un art dégénéré. Et on lui demande pour autant de réaliser un portrait de Staline. Et alors il fait ça dans une sorte de bouquet de fleurs. Ça crée un scandale, personne n'en veut. Et bien, malgré ses positions, il restera, au moins officiellement, du Parti communiste. Il ne quittera jamais ce qui est donc le symbole de la lutte ouvrière. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. Encore d'une citation de Pablo Picasso. On va s'intéresser maintenant au secret de deux tableaux très importants, Les Demoiselles d'Avignon et Guernica, bien sûr. Alors Marc Meneau, ce sont deux œuvres qui dominent vraiment l'œuvre prolifique de Pablo Picasso, Guernica, Les Demoiselles d'Avignon. Quel est le secret justement derrière ces œuvres? Alors, bon, là, on casse la chronologie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, on casse la chronologie. On remonte à 1907. 1907, il est dans l'interrogation. C'est ce qui lui vaudra d'être souvent dans le changement
le bouleversement par rapport à sa création. Et là, il a eu un aperçu du fauvisme, il a eu un aperçu de l'art nègre. Il sent qu'il y a là des éléments pour oser le différent. Et puis qui rappelle ces périodes, parce que les périodes bleues, après la mort de sûr. son ami, noir, rose, etc. Et Léo Steen a acheté une œuvre de Matisse qui s'appelle « La joie de vivre ». Et grâce à Léo Steen, il rencontre Matisse, ils deviendront amis. Matisse, qui a 15 ans de plus que Picasso. Et là, cette joie de vivre, les éléments que j'ai énumérés il y a quelques secondes, ça l'aiguillonne. Et le voilà qui s'enferme et qui crée un tableau avec des femmes nues, mais qui ne sont pas véritablement figurées. Il passe plusieurs semaines comme ça, et puis il appelle ses amis. Il appelle Derain, il appelle Braque, il appelle Matisse, alors que l'œuvre n'est pas achevée. Et il leur demande, alors, j'ai noté là, je ne pouvais pas tout connaître pas dans ma tête comme ça. Alors, vous avez Léo Steen et Matisse qui éclatent de rire, qui disent « Tu cherches la 4e dimension ?» Matisse, encore plus vachard, dit « C'est un attentat, une tentative de ridiculiser l'art moderne. » Ensuite, vous avez Georges Braque. Il lui dit carrément « C'est comme si tu voulais nous faire manger de l'étoupe ou boire du pétrole. » Après, vous avez Derain qui dit un jour « On retrouvera Picasso pendu derrière sa toile. » Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Mais non, mais là, on juge l'art, c'est pas l'homme que l'on... Et pour autant, ça va tous les prendre. Il y a un rejet, et c'est de là que va naître le cubisme. Vous vous rendez compte? Mais le choc est trop important, c'est une sorte de séisme. Et le temps que les cerveaux, même chez des gens comme ceux-là, qui échappent aux règles établies, eh bien, la déflagration est trop grande, il leur faut un temps d'adaptation. Et ce qui est intéressant avec Picasso, c'est que alors que des artistes, une fois qu'ils sont connus, peuvent stagner, rester immobiles, mais lui, il va tout le temps dans la recherche d'autres choses. Alors, il n'y a pas de nom à ce tableau. Et c'est l'un de ses amis qui s'appelle André Salmon, qui, des années plus tard, voyant ces filles nues, et Picasso lui avait raconté comment, dans sa période de Madrid que j'ai évoquée tout à l'heure, il allait dans ces lieux clandestins avec les jeunes filles, la jambe alerte. Et dans une de ces rues qui s'appelait la Carré d'Avignon, c'est-à-dire la rue d'Avignon, il appelle le tableau « Les Demoiselles d'Avignon ». Voilà comment ce tableau sera célébré après avoir été conspué. Avant de passer à Guernica, quand même, vous parlez des femmes et tout, il est quand même réputé pour être un peu misogyne, agressif, un mot quand même là-dessus par rapport aux femmes. Je ne vivais pas avec Picasso. Ce que je retiens, c'est que les femmes qu'il a eues dans sa vie, se suicident des années après, non pas parce qu'il les aurait martyrisées, mais par amour, parce qu'elles regrettent le temps où elles étaient avec lui. Alors, quand il y a des divorces, certains nourrissent quelques acrimonies qui peuvent virer à la haine, et elles se sont peut-être plaintes, en particulier, il y a mademoiselle Gillot. Oui, beaucoup ont décrié son machisme. Mais n'oublions pas, cet homme est né en 1880, il a un côté bougonneux, mais même avec ses amis hommes. C'est-à-dire, par exemple, lorsque, à la fin de la guerre de 14, il est avec Braque, et Braque lui dit, alors qu'il lui parle d'Apollinaire qu'on vient de perdre, il lui dit « Mais toi, qu'as-tu fait pendant la guerre de 14 ?» Et à ce moment-là, vous avez Picasso, dans une fulgurance de rage, qui sort un couteau et qui le brandit vers Braque et qui lui dit « Si tu n'étais pas Braque, je te tuerais !» Et il s'effondre en pleurs. Vous savez, les artistes sont des gens d'émotion et par conséquent, ils connaissent des éruptions. De là à dire qu'ils sont misogynes, pour moi, je ne le crois pas. Ou macho. Et nous évoquerons dans quelques minutes ensemble Jacqueline, sa dernière femme. Elle vit 20 ans avec lui. Guernica, c'est quand même un tableau exceptionnel, la guerre avant la guerre. Il y a cette guerre civile en Espagne. Et les Républicains, alors qu'on envisage une exposition internationale à Paris, qui obtiennent d'avoir un pavillon
le pavillon républicain pour cette exposition. Et on sollicite des peintres. Et il est parmi ceux qui acceptent de tenter une toile. Mais il n'aime pas les commandes, ça ne l'inspire pas les commandes. Donc ça traîne. Et puis il y a ce mois d'avril 1937 où la nouvelle nous vient d'une horreur qui s'est réalisée à Guernica, petite bourgade basque. Qu'avaient-ils fait les bougres? Rien du tout. C'était une ville où simplement les rebelles étaient passés et l'officier allemand qui est en charge de la Légion étrangère qui aide Franco, il dit il faut faire tomber le pont. Et on canarde pendant 5 heures le jour du marché. Cette petite ville, il y aura plus de 800 morts, 1000 morts. Et le sang, non seulement est là à dégouliner toutes les maisons qui sont embrasées, quand on apprend ça, Picasso comprend que c'est cela qu'il doit réaliser. Il prend une toile énorme qui fera 8 mètres de long dans son atelier de la rue des Saint-Augustin. C'est tellement grand qu'on est obligé de la pencher. Et pour peindre le sommet de la toile, il a le besoin d'une échelle et d'un pinceau. Vous voyez, dans des conditions d'équilibriste. Et il réalise ça avec Dora Maar, qui au fur et à mesure prend les photos. Et c'est cette œuvre bouleversante qui va naître dans une fulgurance là encore, puisqu'il ne la réalisera qu'en 2 mois. La création jusqu'au dernier souffle. Racontez-moi un peu les 20 dernières années de sa vie. Il meurt le 8 avril 1973, mais il termine avec Jacqueline, vous le disiez tout à l'heure. Oui, alors Jacqueline, il la rencontre en 1953. Il est devenu, je dirais, un sociétaire de la Côte d'Azur, enfin une large Côte d'Azur, ça va d'Avignon jusqu'à Cannes, Mougins. Il prend ses habitudes à Valoris. C'est là d'ailleurs qu'il rencontre Jacqueline. Il y a les potiers, les fameux potiers de Valoris qui le célèbrent. Chez l'un de ceux-ci, il rencontre Jacqueline qui est là occasionnellement. Il la courtise pendant 6 mois, vous voyez, le macho, pendant 6 mois. Et il finit par aller peindre une énorme colombe sur son mur. Elle succombe. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Il a eu 2 enfants avec mademoiselle Gillot. Et Claude Paloma viennent lui rendre visite pendant les vacances. Tout ça, c'est une sorte de famille recomposée. On le voit en maillot de bain, il ramasse les coquillages. Bref, il est dans une sorte de joie de vivre, de plus en plus recroquevillé sur lui-même, parce qu'il est de plus en plus visité. Il y a même Gary Cooper qui vient et qui lui offre un chapeau de cow-boy. Mais c'est à qui voudra rencontrer Picasso. Et Jacqueline fait en sorte qu'il ne soit pas dérangé, car jusqu'au bout, il est là avec son pinceau, mais pas que son pinceau. Il y a les poteries, il y a toute cette créativité débordante et elle veille à ce qu'on ne dérange pas. Il y a la chèvre, il y a tous les animaux qui sont à ses côtés. Et cet homme, meurt en disant « ma femme, quelle merveille ». Vous voyez pour un macho. Ça n'empêche pas d'être macho. Merci beaucoup, Marc Menant. Ce qu'il faut retenir, dès ses premiers mois, Picasso est fasciné par le travail de son père, peintre pourtant sans talent. À 10 ans, il est tellement brillant que son père renonce à la peinture et lui offre tout son matériel d'artiste. À 19 ans, il découvre Paris, Montmartre et signe ses œuvres au nom de sa mère, Picasso. 1907, il scandalise jusqu'à ses amis avec les Demoiselles d'Avignon. Jusqu'en 1911, ce sont les années bohèmes dans la misère avec sa première compagne Fernande Olivier. La Grande Guerre, on en a parlé, il préfère la peinture au combat et participe avec Jean Cocteau à la réalisation de Parade et de Diaghilev. En 1937, il bouleverse le monde avec son œuvre monumentale Guernica. Et puis de 53 à 73, 20 ans de création sous l'aiguillon de l'amour avec Jacqueline de 46 ans, sa cadette. Un livre, Picasso de... C'est l'un des amis de Picasso. On est vraiment dans l'intimité, c'est Penrose. Et c'est un livre que je vous conseille qui est maintenant en poche. Voilà, Roland Penrose. Merci beaucoup. L'art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité. Ainsi va le grand destin de Picasso.